Si je vous disais que dans la Rome antique, Beethoven aurait eu le même statut social qu'un domestique, ou que Madonna n'aurait eu aucune chance de percer. Qu'on admire leur travail ou non, il faut bien admettre que ces artistes sont des icônes qui ont marqué leur temps. Pour autant, si aujourd'hui on considère nécessairement une personne dotée de talent pour sa musique comme un artiste, vous allez voir que ce ne fut pas toujours le cas. Salut à toutes et à tous, nous sommes l'association de reconstitution historique Via Romana, et dans cette vidéo, on va se pencher sur la condition des musiciens de l'Antiquité romaine. Comme l'explique Christophe Vendry, professeur d'histoire romaine spécialisé dans la musique antique, il n'existe pas de bibliographie de musiciens. Aussi, les sources relatives uniquement à ces individus se font plutôt rares. Heureusement, l'historien précise que de nombreuses sources applicables aux comédiens peuvent s'étendre à l'étude du statut des musiciens, tant le traitement semble avoir été similaire. Pendant longtemps, les publications de recherche sur le sujet étaient peu nombreuses. Mais depuis plusieurs décennies, elles se sont multipliées, notamment grâce aux musicologues et archéologues de l'archéologie musicale. Grâce à eux, toutes ces sources, disparates et fragmentaires, ont pu être mises bout à bout en perspective, ce qui a permis aujourd'hui d'avoir une image globale de la façon dont pouvaient être perçus les musiciens à Rome. On a dit que le musicien n'était pas un artiste, mais alors qu'est-ce que c'est ? Eh bien, essayons de comprendre où il se situe dans la société où il évolue. Plutarque nous dit que quelqu'un est capable de s'extasier devant une œuvre tout en méprisant l'ouvrier qui l'a façonnée. Tout comme les parfums nous plaisent alors qu'on n'a aucune idée de qui en est à l'origine. Eh bien, pour le musicien, c'est le même principe. En clair, on est capable de s'ambiancer ou de s'émouvoir de ce qu'une personne joue, sans pour autant le considérer comme un artiste. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que contrairement à aujourd'hui, la musique ne propulse pas nécessairement le musicien sur le devant de la scène comme une superstar. Bien sûr, il en existe, comme le célèbre Tigélius de Sardes, grand ami de César, qui a amassé une petite fortune en remportant des concours musicaux, mais c'est très loin d'être représentatif. À l'époque, il existe toutes sortes de musiciens aux statuts et aux fonctions très diverses, allant du simple esclave qui travaille pour un patron dans des banquets, à l'affranchi qui travaille pour l'Empire dans des cérémonies religieuses et qui est d'ailleurs considéré comme un fonctionnaire. Et ouais, musicien à l'époque et secrétaire de mairie aujourd'hui, même combat. Mais si tous ces musiciens ont bien un point en commun, c'est qu'ils pratiquent un instrument. De fait, il semblerait que la société leur ait conféré le statut social d'artisan, d'ouvrier qui travaille pour un commanditaire public ou privé. Pour autant, le terme d'artisan dans l'Antiquité est loin d'être péjoratif. Au contraire, ceux appartenant à cette catégorie sociale sont souvent issus de milieux peu fortunés et leurs conditions constituent alors une fierté pour eux, une façon de s'élever socialement dans une société où l'élite romaine est relativement méprisante à l'égard des classes les plus pauvres. Ce rejet de la musique, comme étant un art à part entière, vient du fait que certains penseurs, comme Olugel, associent le fait de reproduire une mélodie de manière purement technique au fait de manquer de raisonnement, un peu comme ce qu'on peut entendre aujourd'hui à propos des footballeurs. Pour autant, ce raisonnement n'est pas totalement infondé puisque tout musicien vous dira que le talent ne tombe pas du ciel et que pour reproduire un morceau à la perfection, c'est des heures de travail à reproduire les mêmes gestes. Donc finalement, pour un Romain, la musique, c'est l'aboutissement d'un apprentissage et non d'un art au sens où on l'entend aujourd'hui. Et ce mépris, dans une société où les gens entendent de la musique partout et l'apprécient, que ce soit dans la rue, au théâtre, au terme ou au temple, les Romains ne le comprennent pas toujours, comme le dénonce Tertullien. Quelle incohérence! Ils aiment ce qu'ils châtient, ils ravalent ce qu'ils applaudissent. Ils magnifient l'art, ils flétrissent l'artiste. Et en effet, maintenant qu'on a bien compris que ces individus se rapprochaient plus du forgeron que de la rockstar, on va voir si c'est plutôt vu d'un bon œil ou pas comme métier. Si on se tourne un peu vers différentes lois qui avaient été adoptées pour encadrer les métiers de la scène, on comprend que dans la plupart des cas, les droits du musicien sont très limités. Tertullien s'indigne en disant que la société les condamne ouvertement à l'infamie, à la perte de leurs droits civiques, les écartant de la curie, des rostres, du Sénat, de l'ordre équestre, de tous les autres honneurs et d'un certain nombre de distinctions. Et en effet, dans la plupart des cas, la justice est assez sévère. Alors que dit la loi ? Eh bien, elle varie selon qu'on parle d'un esclave, d'un affranchi ou d'un homme libre. Déjà, la majorité des musiciens sont des esclaves ou des affranchis au service d'hommes libres. À ce titre, des particuliers aisés à l'image de Trimalchion, le héros du Satyricon de Pétrone, s'offrent ces musiciens capables de jouer, danser et chanter, et tout ça parfois même en faisant une manucure aux invités. Nous prîmes enfin place à table, pendant que des esclaves d'Alexandrie nous versaient de l'eau de neige sur les mains. D'autres les remplacèrent aussitôt, et s'agenouillant à nos pieds, nous firent les ongles des orteils avec une grande dextérité. Même durant cette besogne si désagréable, ils ne se taisaient pas, mais chantaient sans arrêt. Je voulus voir si toute la Valétaille chantait de même, aussi réclamai-je à boire. Un esclave des plus empressés accueillit ma demande par un chant non moins aigre, et ainsi firent tous ceux à qui nous demandions quelque chose. On aurait cru
un chœur de pantomime, non la salle à manger d'un maître de maison. Dans la majorité des cas, toutes ces personnes sont touchées par l'infamie, au même titre que les comédiens ou encore les gladiateurs. Ça se traduit par une forme de citoyenneté dégradée qui va poser beaucoup d'interdits et par conséquent influencer la position juridique, mais aussi sociale de l'individu. Voyons concrètement de quoi il en retourne. À la fin de la République, quand les jeux scéniques sont en plein essor, la loi est restrictive. Toute personne s'étant déjà produite sur scène ne peut prétendre à occuper une charge publique, par exemple devenir sénateur. Sous l'Empire, ça ne s'arrange pas. Et sous Théodose, il existe même des lois qui sanctionnent la vente et la revente de jouets d'instruments de condition servile, alors qu'il s'agissait vraiment d'un business à part entière. Ce qui est assez rigolo de notre point de vue, c'est que la loi précise que ces exclusions s'appliquent aux personnes qui usent de leur corps pour gagner de l'argent. Donc, que vous soyez une loupa ou un comédien, c'est la même chose aux yeux du droit romain, puisque, que ce soit pour danser ou, autre chose, vous utilisez votre corps dans les deux cas. C'est pourquoi, à tout principe, il existe des exceptions à l'infamie qui vont épargner des catégories de musiciens très spécifiques. Tout d'abord, celui qui ne se produit pas sur scène n'est pas touché. La plupart des musiciens traditionnels occupant la scène, Florence Dupont suppose que cette exception aurait notamment servi à protéger les trompettistes annonçant l'ouverture des jeux dans un théâtre. Ensuite, tout dépend du but de la rémunération. Si l'individu est payé pour un service, il gagne un salaire, ce qui est considéré comme dégradant, bon pour les gens de condition servile. Par contre, s'il est payé pour un savoir-faire, là c'est honorable. Pour mieux comprendre cette distinction, Cicéron, dans Les Devoirs, parle du fait qu'il existe une différence entre être rémunéré pour un travail et être rémunéré pour un talent. De plus, les professeurs qui enseignent uniquement la théorie sont des personnes tout à fait respectées, ce savoir étant considéré comme intellectuel et noble, au même titre que les mathématiques, alors que la pratique instrumentale ramène encore une fois à cette idée de conditions serviles et artisanales. Enfin, les musiciens qui n'ont pas vocation à divertir, comme ceux des cultes religieux et de l'armée, bénéficient d'un statut particulier. Alexandre Vincent nous rappelle que les catégories de musiciens restent poreuses, en évoquant le fait que les anciens militaires, une fois l'honesta missio reçue, peuvent également enseigner l'usage du tuba ou du cornu une fois revenus à la vie civile. Et qu'en est-il des hommes libres, me direz-vous ? Eh bien, contre toute attente, associés à la musique, ce sont ceux dont l'image est la plus ternie. Ils se trouvent amputés de leurs droits civiques et sociaux et subissent de lourdes restrictions quant aux droits qui touchent la famille. Cette sévérité de la loi s'explique par le fait que la société se doit de couper toute envie à ses citoyens de se produire sur scène. Néron et Ptolémée, eux-mêmes, sont désignés comme étant des dégénérés. Ainsi, l'idée aurait surtout été de critiquer les aristocrates qui auraient voulu se marginaliser par une pratique scénique. Par contre, ces hommes libres peuvent compenser cette déchéance par la gloire et la richesse, comme dans le cas de Terpnus, un joueur de sitar, qui a déjà touché 200 000 sesterces pour se produire. En parallèle, il existait plus souvent des musiciens très pauvres. Ce qui fait la différence dans une carrière selon les textes, c'est la popularité auprès du public, et plus particulièrement auprès des femmes. Mais cette gloire reste insuffisante pour attirer les honneurs aux yeux de la société, car seules ces deux choses comptent, la participation à la vie civique, dont les musiciens sont privés comme nous l'avons vu plus tôt, et être né en homme libre. Or, à travers les prestations scéniques, c'est surtout l'affranchissement qui est recherché, même si les musiciens semblent moins remarqués que leurs compères comédiens, qui prennent souvent plus de place dans les pièces de théâtre. Pour les musiciens les plus modestes, pas de panique, puisqu'ils ont toujours la possibilité d'intégrer une confrérie, qui leur permettra malgré tout d'accéder à une plus ou moins grande notoriété. Notamment, les membres des Techniques Dionysaques, association la plus prisée, obtiennent de nombreux privilèges sous Auguste. Meilleure place au théâtre, exemption de service militaire, exonération d'impôts sur les gains rapportés des concours et spectacles, place de choix auprès des hommes de pouvoir, bref, un genre de jet-set spécialement conçu pour les icos, ce qui n'est clairement pas donné aux musiciens plus ordinaires des autres confréries. Dans ces associations, des hommes de tout statut se rassemblent pour combler le manque de respectabilité dont fait preuve la société envers eux. C'est par exemple le cas de musiciens qui auraient réussi à faire construire un monument funéraire sur demande et en leur honneur. Certains vainqueurs de concours avaient également droit à une statue à leur effigie, mais il semblerait que cela fût propre à la partie orientale de l'Empire. À ce sujet, une anecdote relatée par Suétone et Dion Cassius raconte comment l'empereur Néron ordonna de dégrader celle des vainqueurs de concours musicaux par pure jalousie. Cependant, ces quelques exemples restent rares et les musiciens, célèbres ou non, qu'ils appartiennent à une confrérie ou pas, restent cantonnés à une classe très intermédiaire de la société. Mais alors, concrètement, comment est-ce qu'ils vont travailler, ces musiciens ? Eh bien, là encore, tout dépend de leur milieu de vie. Pour les esclaves, il est évident que la question du consentement n'existe pas. Ils jouent simplement pour leur maître, qui peut décider de les louer à autrui. C'est d'ailleurs un très bon plan, puisque pour l'achat d'un musicien estimé à 4000 sesterces, les compétences peuvent s'élever à beaucoup plus haut, comme dans le cas de Panurge, dont les représentations en valaient 150 000. Autre possibilité, pour les hommes libres mais aussi pour les affranchis cette fois,
de jouer par contrat ponctuellement lors de funérailles, de représentations scéniques, de participation à un combat de gladiateurs, de sacrifices privés, etc. Certains musiciens peuvent même trouver le moyen de gagner des revenus de manière stable. À titre d'exemple, un local de l'association des Tipicines a été retrouvé à proximité de la Porta Esquilina de Rome, espace dédié à l'activité funéraire. Pour John Bodel, cela est signe que la mort est un véritable commerce pour les musiciens, puisque quand les familles n'ont pas assez d'esclaves ou n'en possèdent pas du tout, elles peuvent recourir à ces associations contre rémunération. De même, à l'époque impériale, l'organisation des jeux est une véritable entreprise dans laquelle les musiciens peuvent faire partie d'une troupe, puis être loués pour jouer lors de spectacles. Ils sont choisis par le chef de la troupe, souvent acteur du collectif lui-même, qui sélectionne les participants selon les besoins spécifiques de la représentation. Les troupes les plus importantes peuvent bénéficier des services d'un locator, chargé de la négociation des contrats et de l'organisation matérielle du spectacle. C'est l'ancêtre de l'agent de star. Dans le cadre d'organisation de spectacles de grande ampleur, comme au Colisée, des établissements sont chargés de recruter toutes les personnes nécessaires à un spectacle, afin que ceux-ci leur soient rattachés de manière permanente. Donc, pour les funérailles et les jeux, il y a du débouché toute l'année pour ceux qui sont bien insérés dans le système. À côté de ces prestations principalement courtes, qui sont souvent à réitérer, d'autres musiciens bénéficient d'un statut tout à fait stable, mais pas forcément mieux payé, équivalent au fonctionnariat. Ces musiciens, au service de la cité, agissent dans des cadres divers. On relève par exemple le cornicem, qui intervient à des moments clés de la vie de la cité, comme la convocation des assemblées civiles et militaires, ou encore lors de la désignation et de la condamnation des accusés au tribunal. Le musicien occupe également un rôle important lors des rites religieux. Certains textes parlent de l'encadrement de ces musiciens, comme la Lex Coloniae Genituae d'Urso, qui mentionne la nécessité pour un joueur de tibia d'être un homme libre devant s'engager pour une durée d'1 an. Le salaire n'est pas mentionné sur le contrat, mais les chercheurs estiment que, comme le héros, la somme serait de 300 sesterces à l'année. Ces musiciens sont d'office rattachés à un magistrat qui doit assurer la continuité de la vie religieuse de la cité. 300 sesterces représentent cependant une somme extrêmement basse, cela correspond à moins d'1 sesterce par jour pour vivre. Cet élément prouve une fois de plus le manque de considération des musiciens par la société. Mais qu'est-ce qui peut bien pousser ces derniers à accepter un job aussi précaire ? L'aspect financier ne serait pas en effet la principale raison. Rappelez-vous, le droit romain retire aux musiciens ce qu'il y a de plus précieux à l'image de la société, la participation à la vie de la cité. À travers l'obtention de cette charge, c'est donc un peu d'honneur qu'ils retrouvent. Jusqu'ici, il a été question d'aborder de manière générale la condition du musicien à travers le statut social, le contexte dans lequel il évolue, mais il y a encore un aspect qu'on n'a pas abordé et qui n'est pas des moindres, le genre. Les femmes aussi exercent ce métier, mais elles semblent beaucoup plus en retrait que chez leurs homologues masculins. La principale raison, c'est tout simplement leur sexe. Les femmes de l'Antiquité, de manière globale, ne pouvant excéder le rôle qui leur est attribué au sein de la société. De fait, elles sont exclues de beaucoup de pans de la vie quotidienne. Par exemple, les cérémonies religieuses ne sauraient être animées par des femmes à l'exception de rares occasions, comme Bonadea, culte public féminin. Elles peuvent en revanche jouer lors de cultes domestiques et de mariages, en déclamant des chants nuptiaux. Elles peuvent également dire adieu à la couronne de lierre, aux récompenses et à la gloire, les concours musicaux étant quasi exclusivement réservés aux hommes. Malgré tout, ces femmes sont bien présentes un peu partout et dans tous les milieux. Comme chez les hommes, la majorité des musiciennes sont des esclaves d'extraction très modeste. Il s'agit dans la plupart des cas de courtisanes aux talents musicaux. Même si elles peuvent uniquement divertir un maître par leur talent musical, ce dernier peut en disposer autrement, comme dans le cas de Milon, qui emmène parfois de jeunes esclaves musiciens et des servantes de sa femme lors de déplacements. Une grande partie d'entre elles travaillent cependant pour un patron appelé léno, qui n'est autre qu'un proxénète. Ce léno est à la tête d'un business qui a pour fond de commerce la mise à disposition des filles, ainsi que des instruments de musique dont il a la pleine propriété. Et de toute façon, au prix de l'instrument et de son entretien, il est évident que les filles n'ont de toute façon pas les moyens. Elles ne disposent même pas de leur propre corps et ne profitent pas de leur argent qu'on dépense pour elles. Malgré tout, cela ne signifie en rien qu'elles n'ont aucun talent, bien au contraire. Leur service, considéré comme un luxe, doit être à la hauteur des sesterces dépensées par l'élite romaine. Pour atteindre cet idéal, le léno envoie ses filles dans des écoles dédiées, comme on le sait depuis au moins 2 siècles avant notre ère. Il s'agit d'esclaves ou d'orphelines, généralement très jeunes, revendues par des pirates à prix d'or sur les marchés. Ainsi, en grandissant, les fillettes apprennent non seulement à jouer, mais aussi à s'habiller, à se maquiller et à séduire les hommes, fortunés évidemment, ces jeunes filles étant le caviar en la matière. Autrement dit, rien à voir avec la loupa de basse condition qui attend gentiment le retour des marins au port. Mais alors, qui sont les fans de ces demoiselles ? En majorité, ce sont des jeunes gens de la bonne société, des militaires, de riches commerçants, et même des hommes mariés ou des vieillards libidineux. Autant dire un vrai fléau pour la bien-pensance romaine qui leur reproche de pervertir ses fils. Gare à ces sirènes qui, pour la plupart, n'ont qu'une idée en tête,
rencontrer un riche amant qui les affranchira pour les lâcher comme une vieille chaussette à la première opportunité venue. Demandez donc à ce pauvre Périphanès, il en a le cœur brisé. Bon, pour ce qui est de ces femmes, on ne peut pas tellement leur reprocher des envies de liberté, tant celles-ci n'ont aucun droit et ne servent qu'à une chose, égayer les festins. Mais pas de panique pour vous, amis esclaves, puisqu'en général, on ne leur reste pas plus de 8 à 10 ans en moyenne. Si on a tendance à penser à Rome pour ses esclaves, on a vite tendance à oublier que, souvent, cette condition est provisoire. On sait que sous Auguste, au moins 30% de la population italienne est composée d'esclaves affranchis. Vers l'an 200, c'est 80% des citoyens qui sont soit des affranchis, soit des descendants d'esclaves affranchis. La raison, c'est que dans une Rome où la population ne fait pas beaucoup d'enfants, l'affranchissement se présente comme un moyen de réguler la démographie et d'étendre l'empire. Ainsi, si on prend en compte ce fait, il faut dire qu'en plus des esclaves vivant sous la tutelle d'un léno, il existe en parallèle une grande majorité de musiciennes affranchies. Mais outre le fait que Rome a besoin d'une telle population pour les raisons précédemment évoquées, j'ai une autre petite théorie sur le sujet qui vient s'y ajouter. C'est qu'en fait, le léno a plutôt intérêt à renouveler une marchandise jeune. Un petit peu à la façon des idoles de K-pop dont la date de péremption surviendrait subitement à leur 25e anniversaire. Avant que vous ne me jetiez des tomates dessus, laissez-moi me justifier. Valérie Péché, dans son article que vous trouverez bien sûr en description, cite uniquement des exemples impliquant des jeunes filles. Elle parle avant tout de jeunes adolescentes qui baigneraient dans ce milieu depuis leur naissance. Ces affranchis, ayant autrefois appartenu à un léno ou non, ne sont autres que des artistes qui vivent uniquement de leurs talents musicaux. Même s'il est impossible d'affirmer qu'aucune affranchie n'ait joué les courtisanes, il faut malgré tout dire que ces indépendantes ont désormais la possibilité de travailler pour qui elles veulent, propriétaires de leur corps et de leur propre instrument. On peut ainsi citer Fulvia Coppola, rien à voir avec la famille de réalisateurs, qui se défend ainsi fièrement d'appartenir à un quelconque léno. Lorsque Périphalès lui pose la question, elle lui répond « Je n'ai jamais jusqu'à ce jour entendu nommer cet homme. On n'a pas pu m'acheter aujourd'hui, même avec tout l'argent du monde. Il y a plus de 5 ans que je suis libre. » À côté des esclaves et des affranchis, existe une toute autre catégorie de musiciennes. Dans le livre 2 des Amours, Ovide évoque 2 femmes qui lui plaisent en disant ceci. Toutes deux sont belles et veillent pareillement à leur élégance. Pour les talents, on ne peut dire qui l'emporte sur l'autre. Quel romantique cet Ovide. Mais qu'est-ce qu'il entend exactement ici par talent ? Selon Henri Borneck, latiniste français, il s'agirait des connaissances littéraires, la musique, la danse et, d'une façon générale, tout ce qui peut permettre à une femme de briller dans un salon. De telles qualités se retrouvent chez les Doctae Puellae, qui se traduit littéralement par « jeune femme instruite ». Ce terme sert à désigner les femmes des hautes sphères qui brillent en société de par leur goût développé des arts, de la poésie d'amour, et qui ont plus globalement une grande culture littéraire. Ça tombe bien, la Rome d'Auguste regorge justement d'activités pour ces dilettantes qui adorent arpenter les rues pour admirer, et surtout se faire admirer. L'apprentissage de la musique aux femmes de bonne famille est effectivement un agrément très apprécié, mais attention, on ne parle ici que d'un hobby. Il serait impensable pour elles de basculer du côté des professionnels. D'ailleurs, du 4e au 1er siècle avant notre ère, l'apprentissage de la musique aux enfants, quel que soit leur sexe, était un prérequis dans l'éducation. Et bien souvent, la famille possédait un esclave ou un affranchi dédié à la maison. Mais vivement critiqué sous l'Empire, cet apprentissage est abandonné, excepté pour les femmes, pour qui il reste toléré. Parmi les Doctae Puellae célèbres, on peut citer Sulpicia, qui aurait été dotée d'un talent d'écriture remarquable reconnu par les poètes de son temps. Elle incarne alors la femme sensuelle, qui mène une vie intellectuelle et sociale brillante, et qui est même encouragée par ses compères, admirateurs. Également, Properce décrit avec admiration les talents de sa maîtresse Cynthie pour la danse et le chant à son ami Bassus. Je suis séduit quand elle danse magnifiquement après avoir célébré Bacchus, telle Ariane menant les chœurs des Bacchantes, ou encore lorsqu'elle cessa à chanter avec le plectre éolien, aussi habile à jouer de la lyre que les muses de l'Aganippe. Si on peut dire qu'il existait toutes sortes de musiciennes, esclaves, affranchies ou encore aristocrates et riches matrones, la société les voyait pour la plupart d'un mauvais œil. Et cette mauvaise réputation, elle concerne évidemment les esclaves et les affranchis qu'on ne sait trop différencier. Il pourrait exister 3 raisons à cette mauvaise presse. Tout d'abord, il s'agit de femmes. Dans une société aussi bridée pour elles qu'a pu l'être la société romaine, il n'est guère étonnant que ces musiciennes, courtisanes ou femmes indépendantes, soient pointées du doigt. La femme antique a un statut d'enfant. Elle dépend soit de son père, soit de son mari, soit de son léno dans le cas de la courtisane. Ensuite, leur origine ethnique. Comme l'indique Valérie Péché, il semblerait que beaucoup de ces femmes aient été des étrangères, souvent venues des pays orientaux, Grèce, Égypte, Syrie ou encore Asie mineure. Or, les Romains, traditionnalistes dans l'âme, pouvaient faire preuve de xénophobie. Ils admiraient autant les Grecs qu'ils les méprisaient. Non mais ça représente quoi au juste ? C'est grec.
Oui, mais je veux dire, pourquoi il est tout nul, le type? Non, mais il faut plutôt y voir un élan. Au-delà d'un simple sentiment, il s'agit d'un véritable phénomène général appelé misélénisme. Cet aspect est souvent méconnu, mais recensé chez de nombreux auteurs comme Plaute, Juvénal ou Pline l'Ancien. Décrits dans leurs textes comme des ivrognes vaniteux et luxurieux, cela correspond également à l'image de l'étrangère provocatrice, à la fois fantasmée et scandaleuse, enviée de tous, mais incompatible avec le puritanisme ambiant. Enfin, il est difficile d'établir des catégories séparées, et nul doute que les gens se montraient méfiants, ne sachant jamais s'ils avaient affaire à une courtisane, à une simple musicienne de profession, ou à un personnage plus complexe, capable d'arrondir les fins de mois en usant de ses charmes. Dans tous les cas, on note que la musique contribue à une forme de séduction qui ne manque pas d'inquiéter les gens bien comme il faut. Comme le souligne Alain Baudot, la pratique d'une telle profession demande une certaine liberté de mœurs dont certains Romains ne manquent pas de s'offusquer et qui nourrit l'imagination érotique de quelques autres. Malgré tout, il faut dire que dès la fin de la République, notamment sous Auguste, la participation de musiciennes tout à fait respectables et professionnelles à différents spectacles musicaux tend à se normaliser. Tout comme pour Sulpicia, les poètes vont associer l'art de la musique à une qualité féminine pour le plus grand bonheur de toutes les esgourdes. Comme pour beaucoup de sujets en histoire, la musique nous a permis d'explorer d'autres aspects de la vie des Romains. Et s'il y a une vérité qui émerge tout particulièrement quand on parle de la Rome antique, c'est celle de l'inégalité dans la société. Cette inégalité n'épargne pas le monde de la musique, qui reflète le système social. Ainsi, l'image globale du musicien est influencée non seulement de par son activité, jugée peu glorieuse, mais aussi selon sa condition sociale, son genre, les aspects privés ou publics, lucratifs ou non de la pratique. Cela varie également s'il est théoricien ou simple praticien. Sa position est souvent mal perçue, mais en réalité, il est difficile d'apposer un caractère universel à cette activité, tant le contexte de l'exercice de la musique et le degré de professionnalisme avec lequel elle est pratiquée sont importants. Également, si beaucoup de lois tendent à laisser une image négative du personnage, dans les faits, elle semble plus nuancée qu'il n'y paraît, comme le montrent les stèles d'époque, où les personnages de comédiens et de musiciens sont représentés sous leur meilleur jour. Cette image controversée de musicien semble aussi émerger d'une image fantasmée, souvent enviée mais aussi crainte, car si tous aiment le plaisir, personne ne se vante d'aller au lupanar. En effet, musique et prostitution sont souvent entremêlées dans les sources, et cela s'en trouve exacerbé lorsque le sujet est étudié du côté des femmes. La schizophrénie des Romains, entre admiration et dégoût, n'existe donc pas uniquement entre le musicien et la musique qu'il produit, mais aussi envers celui ou celle venue d'Orient, dont la culture les a pourtant tant inspirés. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, n'oubliez pas le triumvirat des réseaux sociaux, à savoir liker, s'abonner et partager. À bientôt sur la chaîne. Saloué!